Euh, eh bien donc bonjour Claude Tobelem, vous êtes médecin, biologiste et vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler des troubles musculo-squelettiques en ces périodes de télétravail. C'est important de connaître voilà les différents aspects, les différents maux physiques qu'ils peuvent engendrer et puis d'avoir peut-être des astuces à nous donner pour travailler au mieux derrière son écran, que ce soit à son bureau ou chez soi. Donc à vous la parole. Voilà, donc je suis Claude Toveilem, donc je suis médecin biologiste dans un gros laboratoire d'analyse médicale en région Rhône-Alpes et je suis plus spécialisé dans la partie ressources humaines et bien-être au travail. Donc on va parler des troubles musculo-squelettiques. Alors qu'est-ce que sont les troubles musculo-squelettiques? Ce sont un ensemble de symptômes très disparates, plus ou moins intenses, plus ou moins continus, allant du simple fourmillement à la douleur intense, en passant par les engourdissements, sensations de froid, de chaud, limite de l'amplitude des mouvements. Donc tous ces symptômes, ils sont dus à des lésions, des dysfonctionnements de toutes les parties qui sont autour des articulations, comme les tendons, les muscles, les ligaments, les vaisseaux, voire les structures osseuses elles-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on a ces symptômes? Tout simplement parce qu'il y a des facteurs favorisants. Les facteurs favorisants, ce sont les gestes répétitifs ou inversement, les défauts de mobilisation des articulations. On parle de stress de posture quand on reste longtemps dans la même position. Alors évidemment, tout le monde ne va pas faire ces symptômes. Donc il y a une susceptibilité individuelle. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Et là-dessous, il faut rajouter des facteurs favorisants, avec ces mouvements répétitifs, ces stress de posture. Ces facteurs favorisants, on va les retrouver tout au long de la journée, qu'on soit au travail ou à la maison. Et il faut être très rigoureux, c'est-à-dire si on fait des efforts pour prévenir ces troubles musculo-squelettiques, il faut les faire aussi bien au travail que chez soi. C'est pas le tout de travail d'avoir une chaise formule, des chaises avec des tas de réglages, d'arriver chez soi et de s'enrichir sur son canapé. Donc il faut arriver à avoir une certaine rigueur pour prévenir ces troubles musculo-squelettiques. Ce qui est important, c'est la prévention. Parce qu'une fois que les symptômes sont là, c'est qu'a priori, il y a déjà des lésions et c'est beaucoup plus difficile à traiter que si on a une hygiène de vie, une hygiène de posture au travail, aussi bien au travail qu'à la maison. Là, on va faire quelques petits conseils concernant le travail, puisque c'est dans le cadre de votre entreprise. Et ce qui est important, c'est de voir où est-ce qu'on peut agir individuellement et aussi collectivement. Alors, donc, un facteur se rajoute quand même depuis la crise du Covid, c'est au niveau du travail se rajoute le télétravail. Le télétravail, c'est un facteur de risque supplémentaire. Alors, effectivement, il y a des entreprises où le télétravail est déjà bien rodé, où on pratique avec des ergonomes et des tas de conseillers de la médecine du travail toutes les bonnes pratiques où ça se passe bien. Le télétravail qui a depuis 1 an, c'est un télétravail qui est imposé, qui est obligatoire, qui a été mis un petit peu à l'emporte-pièce, mais parce qu'on n'avait pas le choix. Les contraintes supplémentaires avec ce télétravail, c'est que les télétravailleurs vont se retrouver avec un aménagement de leur poste de travail informatique à domicile qui va générer beaucoup de contraintes au niveau des postures, au niveau articulaire, et les facteurs se rajoutent dans la mesure où si on reste chez soi, on est encore plus sédentaire, donc il y a aussi le retentissement cardiovasculaire, donc on va pas en parler ici, mais on a plus tendance à se retrouver dans des positions assises, à travailler dans son lit ou sur un petit bout de table de cuisine. Et ça crée des tensions musculaires. Ces tensions musculaires vont favoriser les troubles musculo-squelettiques et tous les symptômes qui secondaires. Sur ce télétravail aussi des risques psychosociaux, les troubles du sommeil, tout ça, ça rajoute à la tension musculaire. Qu'est-ce qu'on peut faire en préventif au niveau télétravail s'il est amené à durer? Au niveau du salarié, il faut avoir son espace de travail qui soit dédié. Parce qu'on a en maison, un appartement, pour réserver une pièce, c'est pas forcément évident. Donc, il faut avoir son petit bout de pièce à soi qui est réservé au télétravail.
Il faut aménager son poste de travail de façon pérenne. C'est embêtant de se mettre sur une bout de table de cuisine, une heure avant, il y a le Nesquik et le Bain-Paul, une heure après, il y a l'ordinateur, et inversement. Donc, il faut vous réserver un petit endroit. Après, quand vous êtes chez vous, vous pouvez organiser votre travail. Vous avez une liberté, et une liberté entre guillemets, parce qu'il y a des objectifs. Donc, il faut faire exactement la même chose que quand vous êtes sur place au bureau. Il faut vous octroyer des pauses régulières, des horaires réguliers. Dans la mesure où vous êtes chez vous, vous pouvez anticiper et planifier votre charge de travail sur la semaine. Et ce qui est aussi très important, au niveau psychique, c'est de garder le contact avec vos collègues et avec vos supérieurs. En ce qui concerne les encadrants, les N+1, là, ils ont aussi le devoir de garder aussi un contact régulier avec chaque télétravailleur, d'adapter le contenant au contenu au niveau des objectifs, dans la mesure où les conditions de travail sont exceptionnelles, essayer d'arriver à partager télétravail et travail en présentiel. Et ce qui est important aussi, c'est pas parce qu'on est chez soi qu'on est connecté 24 heures sur 24 et respecter comme si c'était les horaires de travail. Donc maintenant, on va rentrer plus dans le détail sur les pratiques, les bonnes pratiques et surtout les mauvaises pratiques à éviter. Donc vous, vos outils de travail, a priori, c'est écran, clavier, souris, chaise, table et tous les documents. Pour éviter tous ces troubles susceptibles d'arriver, il faut éviter les mouvements répétitifs, les stations permanentes où on ne bouge pas, et aussi arriver à faire des exercices de décontraction. Donc, on va commencer à parler des différents éléments du poste de travail. Donc là, vous avez un schéma global. Le travailleur ou télétravailleur idéal avec des tas de mesures. Alors, effectivement, vous pouvez prendre un double décimètre et une équerre, vous n'avez pas le faire à chaque fois. Peut-être vous pouvez le faire une fois, comme ça vous donne un petit peu une idée des conditions optimales. On va commencer par parler de l'écran. Donc, l'écran, vous devez être, alors je reviens sur le dessin, comme ça ce sera plus parlant. Voilà, l'écran, vous devez être au niveau de l'écran entre 50 et 75 cm. Faites-le une fois par curiosité, comme ça vous verrez ce que c'est. Votre regard à l'horizontale, il doit arriver au sommet de l'écran. Votre écran, vous pouvez l'incliner légèrement en arrière, légèrement en avant. Il faut limiter les inclinaisons parce qu'au niveau des cellules de votre rétine, plus vous inclinez l'écran, plus il va y avoir des cellules qui vont plus travailler que d'autres, ça va vous entraîner une fatigue visuelle. Ce qui est important aussi au niveau de l'écran, c'est la lumière. Donc, il faut qu'il y ait une luminosité qui soit très peu différente entre l'écran que vous regardez et ce qui se passe derrière. Donc, si vous êtes face à votre écran et que derrière vous avez une grande baie vitrée avec un très beau coucher de soleil, ça ne va pas le faire. Donc, il faut bien qu'il y ait à peu près la même luminosité. Et inversement, il faut éviter qu'il y ait des lumières qui se réfléchissent sur votre écran. Sinon, vous allez avoir des reflets, ça ne va pas être bon. Ce qui est important aussi au niveau de votre écran, c'est la résolution de l'écran. Plus la résolution est haute, plus l'image est nette. Plus l'image est nette, plus elle va faire des sautillements à des fréquences très élevées que vous ne voyez pas, mais qui vont fatiguer vos yeux. Donc, ça peut être bon de réduire la résolution. Alors, pas d'avoir une image floue, mais de la réduire légèrement pour limiter ces sautillements qui sont à des fréquences élevées et qui, à terme, gênent la vue et on verra que les troubles de vision vont entraîner les troubles musculo-squelettiques. Une fois qu'on a vu l'écran, ou là, a priori, en télétravail, c'est peut-être plutôt pas mal parce que vous pouvez balader votre écran un petit peu partout, éviter les contre-jours, tout ça, ce que vous ne pouvez pas forcément faire dans votre bureau. On va passer ensuite au clavier. Alors, ce qui est important avec le clavier, c'est déjà d'avoir un clavier. Donc, le plus souvent, vous avez des ordinateurs portables, vous n'avez pas de clavier. C'est très important d'avoir un clavier. Et le clavier, c'est le prolongement des mains. C'est comme si vous étiez des pianistes. Voilà, le clavier. Le clavier, donc, il doit avoir pas d'angulation entre votre avant-bras, votre poignet et vos mains. Et votre clavier, il vient se positionner directement sur vos doigts, vous allez pianoter dessus. Ce qui est important, c'est d'avoir un clavier qui ne soit pas trop large. De la même manière que quand vous courez dans un stade, vous faites des kilomètres, ben là, le stade pour les doigts, c'est votre clavier. Et plus vous avez un clavier large, plus vos doigts vont faire des kilomètres.
Important aussi, si vous avez un clavier, il ne faut pas qu'il y ait d'ambulation. Pour éviter d'avoir une ambulation, c'est important d'avoir une gouttière en gel qui vous évitera d'avoir des problèmes de tendinite au niveau des articulations de l'avant. Voilà, le clavier de l'extension est là. Important aussi la hauteur du clavier. La hauteur du clavier, donc le clavier imprimé sur votre table, s'il est trop haut, ben, ça va vous retentir au niveau de vos épaules. S'il est trop bas, vous allez baisser la tête, vous allez pencher du dos, ça va pas être bon non plus. L'idéal au niveau du clavier de la hauteur, c'est sous-entendu que vous ayez des accoudoirs, c'est qu'il soit à la hauteur de vos accoudoirs, 75 cm du sol, vous n'allez pas mesurer, mais en gros, vous devez, quand vous êtes bien noté sur le clavier, vous ne devez pas sentir que vous faites un effort au niveau de vos bras et de vos épaules. On va ensuite passer. Donc, le clavier, c'est important de l'avoir aussi bien au travail que chez soi. Et plus vous avez un clavier, plus vos enfants et vos petits-enfants auront l'habitude d'avoir un clavier. La souris, donc là, pareil, souvent, vous n'avez pas de souris, c'est avec la souris du portable. Donc là, c'est aussi important d'avoir une souris de qualité. La souris de qualité idéale, c'est la souris ergonomique. La souris ergonomique, c'est-à-dire quand on enlève la souris de la main, ben la main reste dans cette position. La main sert uniquement de moule à la souris. Si vous avez une souris ergonomique, ne vous trompez pas, parce qu'il y a des souris ergonomiques pour gaucher et pour droitier. Si vous n'avez pas de souris ergonomique, utilisez une souris normale. Alors, important d'avoir un tapis de souris, sinon vous allez beaucoup vous balader sur votre table. Et là aussi, au niveau du clavier, le clavier doit reposer sur une espèce de petite gouttière en gel. Ça ne sert à rien de cumuler souris ergonomique et gouttière en gel. Ça fait double emploi et c'est même plutôt moins bénéfique. La souris, aussi bien le clavier. Donc là, c'est l'utilisation de vos mains. Ce qui est important, c'est d'avoir des accoudoirs. Soit vous n'avez pas d'accoudoir, vous essayez de vous adapter un petit bout de table sur lequel vous reposez votre avant-bras. Soit si vous n'avez pas de tout ça, là, vous avancez bien votre chaise et c'est la table qui va servir d'accoudoir. On arrive ensuite à la chaise. Alors, la chaise, on va remonter au schéma où il y a toutes les mesures. Voilà. La chaise, il n'y a pas besoin d'avoir une chaise forcément très sophistiquée. Dans la mesure où plus elle est sophistiquée, plus il y a des réglages. Il suffit qu'un collègue de travail vienne et change les réglages et vous êtes bien embêté aussi. Donc, une chaise, elle doit pouvoir se régler en hauteur. On doit pouvoir régler le dossier. Ce qui est important, c'est qu'il doit y avoir un angle droit entre le tronc et le bassin. Ce qui est important aussi, c'est que vos pieds doivent toucher le sol. Et, encore très important, c'est qu'au niveau de l'avant de la chaise, les mollets ne doivent pas venir buter contre. Ça va provoquer sinon des problèmes, comme si c'était un garrot, et des problèmes de circulation. L'idéal quand vous êtes assis, c'est aussi que vos genoux, ils soient légèrement, un petit peu au-dessus que la forme du bassin. Alors, on voit la jambe de droite, mais le bassin est plutôt comme ça. C'est plutôt orienté comme ça. Au niveau de la chaise, quand vous êtes au bureau, vous avez des chaises de bureau qui, a priori, doivent très bien. Enfin, je suppose qu'elles sont très bien. Quand vous êtes chez vous, une chaise de base de cuisine avec un dossier rigide fait beaucoup plus l'affaire qu'une chaise rembourrée, matelassée ou dans votre canapé. On résume. Donc, tous ces outils de travail, il faut les avoir. J'insiste sur la souris et sur le clavier, même si ce ne sont pas indispensables, ce sont des habitudes à apprendre. Pour éviter la fatigue, les troubles musculo-squelettiques qui vont arriver, des pauses, 20 secondes à 2 minutes. Alors, il ne faut pas faire plus de pauses que de travail, sinon vous allez avoir du mal à vous en sortir. Dès qu'il y a des mouvements répétitifs ou des postures que vous gardez longtemps, il faut faire un petit peu de gymnastique, d'exercice qu'on va détailler maintenant. Et à partir du moment où vous avez des symptômes, ça vous gratte, ça vous chatouille, vous avez un petit peu mal, il ne faut pas négliger et se poser les bonnes questions avant son poste de travail. Quand il y a des symptômes,
il ne faut pas non plus mettre sur le dos de troubles musculo-squelettiques et passer à côté d'autres pathologies. Donc là, des symptômes qui persistent, on ne va pas dire, oh, mais c'est bon, c'est parce que je suis mal assis, des choses comme ça. Il faut quand même ne pas hésiter à consulter son médecin pour ne pas passer à côté d'autres pathologies. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'arriver à se déstresser, de faire des mouvements. On est obligé de faire des mouvements extrêmes comme ça. Et pareil, dans tous les mouvements qu'on va voir, ce sont des mouvements où on ne force jamais. Ce sont des mouvements qu'on fait lentement, sans forcer, parce qu'en forçant sur des mouvements, c'est là qu'on va se faire un bon lumbago ou tout petit peu. Maintenant, on va voir point par point. En premier, on va aller de haut en bas, la fatigue visuelle. Pourquoi est-ce que vous avez une fatigue visuelle? En fatigue visuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vous frotter les yeux, vous allez cligner les yeux, vous allez sans arrêt tourner la tête dans tous les sens, vous allez voir flou, vous allez vous mettre à tout bout de champ. Tout ça, c'est de la fatigue visuelle. Qu'est-ce qu'elle va provoquer, la fatigue visuelle? Elle va provoquer des tensions au niveau de vos muscles du cou et de vos épaules, et favoriser les troubles musculo-squelettiques. À quoi elle est due? Ça va pouvoir être une différence de luminescence entre l'écran et tout ce que vous avez autour de l'écran. Donc, il y a un éclairage général artificiel, donc il faut l'adapter. Vous allez avoir des stores, des rideaux. Il faut supprimer ce qui est autour de votre écran, tout ce qui brille. Alors, très souvent, on a des porte-photos qui sont un peu argentés, métallisés, où ça brille un peu plus. Il faut éviter le maximum, il faut être le plus neutre possible par rapport à la luminosité de votre écran. Et pareil, il faut vérifier votre emplacement de poste, pas répéter à chaque fois, et la distance par rapport à l'écran, est-ce qu'il est trop haut, est-ce qu'il est trop bas, voilà, ou trop haut, ou trop près, ou trop bas, ou trop haut. Donc, une fois que vous avez vérifié tout ça, la fatigue visuelle, ça peut être aussi parce que vous êtes trop longtemps sur votre écran, sans faire de pause. Donc là, on va faire plusieurs petits exercices. Donc, vous allez faire des micro-siestes, vraiment micro-siestes, 20-30 secondes, toutes les demi-heures, donc vous fermez les yeux, et vous êtes tranquille, faites de petites siestes. Vous allez pouvoir vous mettre aussi dans une chambre noire. Si vous êtes chez vous, éventuellement, vous pouvez aller dans une pièce où vous sont fermés, ou sinon, tout simplement, comme le petit chien, vous allez garder les yeux ouverts, mais vous allez mettre vos paumes de vos mains devant vos yeux. Ensuite, les exercices un petit peu musculaires. Donc, comme le chien, vous allez faire travailler vos muscles oculomoteurs. Ce sont les muscles qui font bouger les globes oculaires. Donc, vous allez ouvrir les yeux et vous allez regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, en fixant des objets à différentes distances. Et dernier élément, vous pouvez aussi décontracter tous vos muscles du visage en faisant comme le tigre. Vous allez ouvrir et fermer les yeux en grand, ouvrir la bouche en grand et tirer la langue très fort. Et vous allez maintenir comme ça la position pendant 10 à 15 secondes. Et vous verrez qu'en fait, c'est très très dur de garder d'être comme ça pendant 10 à 15 secondes. On va ensuite passer au niveau de la fatigue cervicale. En fatigue cervicale, c'est de dire, voilà, j'ai mal au cou, bien quoi. Donc, les trucs courants, mais maintenant, ça se voit un petit peu moins parce qu'il y a des casques de cou, des téléphones libres. C'est les gens, on va ça dans les films des années 70 aussi, ça, c'est le cas. Mais ça se voit encore quand même. C'est que vous tenez votre téléphone dans le cou, entre la tête et l'épaule. Donc là, on va mettre et au pire, on prend son téléphone, on tient à la main. Là, quand on a mal, quand on ne veut pas bien, le réflexe, c'est de masser la partie où on a mal. Et ça, c'est valable, quelle que soit la localisation de la douleur. Donc là, vous allez passer le truc. Fatigue cervicale, toujours la même chose. Est-ce que votre tête est trop penchée en avant ou est-ce qu'elle est trop penchée en arrière? Donc, toujours autour de l'écran, autour de la chaise. Vous allez faire des petits mouvements. Voilà, donc vous massez le cou quand ça fait mal. Vous faites des mouvements de haut en bas, droite, gauche. Et en plus de la tête trop penchée en avant, en arrière, ça peut être aussi des petites torsions que vous avez au niveau cervical. Alors, ces torsions, vous avez au niveau cervical, ils sont dues à quoi? C'est par exemple, à gauche, vous avez certains documents, à droite, vous avez d'autres documents, au milieu, vous avez peut-être une tasse à café, je ne sais pas, donc vous passez votre temps à vous tourner dans tous les sens et ça tord un petit peu. Donc, vous allez effectivement tourner la tête dans tous les sens, et pas de la même façon, pas de façon stressée, vous allez faire ça très lentement. Ça peut être aussi un corps qui est trop penché en avant, peut-être à chaque fois juste des écrans clavier. Et là, vous allez faire un autre type d'exercice.
Donc, toujours à faire lentement, sans forcer. Vous allez vous mettre debout, vous allez lever vos bras, et vous allez joindre vos mains en tournant la paume vers le haut. Et vous allez tirer vers le haut. Vous allez lever la paume de la main vers le haut, et là, ça vous permettra d'étirer votre colonne vertébrale. On a plus mal au cou, on va voir pourquoi est-ce qu'on a mal au niveau des épaules. Quand on a mal au niveau des épaules, c'est souvent un retentissement de problèmes qu'il y a au niveau des mains, des poignets, des avant-bras ou des bras, et en sous-tape finale, il y a les épaules. Pourquoi est-ce qu'on va avoir mal aux épaules? Le plus souvent parce que les coudes et les avant-bras ne sont pas appuyés. Donc, s'ils ne sont pas appuyés, il faut voir, il faut une petite table, et au pire, vous accoudez sur la table, sur votre table de travail. Donc, ajustez la hauteur de ces appuis. Maintenant, ça peut être aussi un appui qui est trop haut. Si votre clavier est trop haut, c'est pas bon. S'il est trop bas, c'est pas bon. Et ça peut être aussi, dans l'autre plan d'angulation, des bras qui sont trop éloignés du corps. Si l'ensemble de vos documents et de muscles qui travaillent sont trop éloignés. Donc là, plusieurs exercices. Vous allez vous mettre en position relax, les deux mains derrière la nuque et les deux coudes, vous allez les tirer le plus possible vers l'arrière. Alors, il y a un autre exercice, et vous allez mettre, on voit si je fais juste. Alors, vous pouvez faire aussi comme ça, un seul bras. Vous le faites parce qu'il n'est pas très bien sur un seul bras. Et avec l'autre bras, vous allez le baisser vers l'arrière. Et si vous ne voulez pas le baisser vers l'arrière, vous allez lever le coude comme ça, et ça vous permettra d'étirer votre bras et de décontracter vos épaules. Il y a aussi un dernier mouvement, on n'a pas parlé là-dessus, c'est que vous allez rentrer votre tête dans vos épaules et vous allez lever vos épaules. La finalité est de mobiliser tous les muscles de la région des épaules, la région scapulaire. Fatigue au niveau des avant-bras, on retrouve un petit peu les mêmes causes. Ce sont les coudes et avant-bras qui ne sont pas appuyés ou des objets qui sont trop éloignés, souris, téléphone. Approchez les objets, il n'y a pas plus simple que ça. Et vous allez faire aussi un exercice au niveau des bras pour les décontracter. Vous allez vous mettre debout, pencher à 90 degrés le tronc, et vous allez laisser pendre vos bras. La finalité n'est pas d'aller toucher les orteils. La finalité est de rester en angle droit, là, et de laisser pendre les bras. Vous les laissez pendre. Vous faites ça pendant 15-20 secondes. Ça vous permet de dégager tous les muscles des bras, des épaules et des avant-bras. Fatigue au niveau des poignets. Fatigue au niveau des poignets, c'est effectivement si vous n'avez pas de clavier, si vous n'avez pas de souris. Si vous avez le clavier et la souris, vous n'avez pas de gouttière en gel. Donc, ça peut être la paume et le poignet qui ne sont pas appuyés. Donc, mettez-le bien en arrière avec une gouttière gel. Ou, vous pouvez avoir tout ça, mais vous êtes en porte-à-faux. Il faut que l'angle du poignet doit être correct. C'est pas le tout aussi d'avoir une gouttière en gel et de poser n'importe comment son poignet dessus. Donc là, les exercices, ils sont relativement simples. Vous allez faire les marionnettes, vous tournez dans les deux sens. Et vous allez faire des mouvements très au ralenti, c'est-à-dire avec votre main, vous prenez votre main, et vous allez fermer très lentement chaque articulation. Comme ça, très, très, très lentement, très lentement, très lentement. Voilà. Alors, vous pouvez combiner deux choses avec les exercices où vous fermez les yeux pendant 1 seconde. Donc, vous pouvez fermer vos yeux pendant 1 seconde et en même temps faire des petits exercices au niveau des mains. Donc, vous fermez chaque articulation, vous étendez chaque articulation et ça va vous permettre de décontracter tous les muscles de vos mains et de vos poignets. Fatigue au niveau du dos. Alors, effectivement, quand on a mal aux épaules, quand on a mal au bassin, comme ça, j'ai mal au dos. Le dos, il regroupe plein de symptômes. C'est comme chez le bébé, il dit qu'il a mal au ventre, mais quand on a mal au ventre, on a peut-être une otite. Quand on a mal au dos, il faut reprendre toute la feuille de route. Est-ce que le dos est trop penché en avant? C'est pas forcément un problème de dos, c'est peut-être un problème de vision. Il faut reprendre, revoyer chaque élément de votre poste de travail pour voir s'il est bien en place. Donc, dos trop penché en avant ou en arrière, pareil, mouvement de torsion du dos. Donc là, vous pouvez reprendre tous les exercices, c'est-à-dire que vous allez pouvoir étirer votre colonne vertébrale
en nous mettant, comme on a vu précédemment, hein, on va le mettre. On peut déjà faire ça. Hein. Donc là, ça va étendre le dos, ça va étendre les bras. Là, position relax. Et surtout, celui qui est très important, c'est celui-là. Vous allez bien étirer votre colonne vertébrale. Là, vous posez le dos. Fatigue au niveau des jambes. Alors, au niveau des jambes, il y a moins de troubles musculo-squelettiques, puisque les troubles musculo-squelettiques, c'est quand même le plus souvent au niveau du dos, au niveau du cou. Là, donc au niveau des jambes, il faut être quand même très rigoureux, et quand on a des symptômes au niveau des jambes, il faut quand même faire attention que ce ne soit pas tout simplement médical, de circulation, comme des varices, des choses comme ça. Néanmoins, les trucs classiques au niveau des jambes, c'est les trucs musculo-squelettiques, c'est que vos mollets viennent buter contre la partie où vous êtes assise, ça fait un petit peu garder un peu circulatoire, ou que vos pieds ne touchent pas le sol. 2 exercices. Donc, le premier exercice, vous êtes obligé de vous mettre sur une chaise à roulettes, vous risquez de tomber peut-être, donc vous vous mettez sur une chaise normale, hein, une chaise normale. Donc, vous relevez une jambe qui va venir sous le menton. Alors, la finalité, c'est que ça ne vient pas toucher le menton, sinon vous allez vous faire une sciatique. Donc, vous relevez votre jambe pour aller dans le sens du menton et vous gardez cette position 15 à 20 secondes et vous changez de jambe. Deuxième exercice qui est moins risqué puisque vous êtes déjà assis par terre. Donc, vous mettez par terre, vous mettez une jambe en extension, une autre jambe en flexion que vous tenez avec vos mains. Vous commencez sur la jambe qui est en extension, vous allez faire des mouvements de rotation de la cheville. Jambe tendue dans un sens et dans l'autre sens. Vous faites pareil sur votre jambe. Et ensuite, deuxième exercice, toujours la jambe en extension et la jambe en flexion. Et là, c'est la jambe en flexion qui va travailler, ou plutôt qu'on va faire travailler. C'est-à-dire, vous empoignez le mollet et avec l'autre main, vous décontractez votre articulation de la cheville en faisant des tours. Ça va mieux faire circuler au niveau de la semelle veineuse plantaire pour régler d'éventuels problèmes de circulation. Donc, on a fait le tour un petit peu de tous les symptômes qu'on peut avoir. Donc, je répète, c'est important d'être vigilant tout au long de la journée. Pas seulement au travail, mais aussi au travail à la maison. Et c'est en même temps éducatif pour les enfants, hein, ou pour les parents, hein, je sais pas, en fonction de dosage. Là, de ne pas négliger les symptômes, mais de ne pas aussi forcément mettre tous les symptômes sur le dos de troubles musculo-squelettiques et d'être vigilant et d'en parler quand même à son médecin. Voilà, j'espère que vous vous sentirez bien au travail et encore mieux en vacances. Et je vous souhaite bonne continuation et une bonne prévention de ces troubles musculo-squelettiques. Merci. Merci beaucoup Claude pour ces précieux conseils que nous allons appliquer si c'est déjà fait.